Dans l'Ouest, ils ne chantent pas de chansons sur le genre de pouvoir que l'argent et la terre ne peuvent acheter. Le pouvoir qui attend, silencieux, dans les ombres d'un contrat. La propriétaire du ranch pensait tout posséder, le bétail, les terres, et même l'homme qu'elle avait acheté. Mais cette nuit-là, elle allait apprendre qu'un contrat de propriété n'est pas une chaîne, mais une porte qui peut s'ouvrir dans les deux sens. Le bureau d'Isabelle Dubois était le cœur silencieux de son empire. Le cuir usé de son fauteuil sentait la cire d'abeille et le temps. Un trône d'où elle régnait sur le plus grand ranch du territoire, le Cœur d'Or. À 42 ans, le deuil l'avait sculpté, effaçant toute tendresse pour ne laisser qu'une beauté sévère, aussi impitoyable que le soleil du Texas qui cuisait ses terres. Des cartes s'étalaient sur son bureau en chêne, des rivières d'encre bleue serpentant à travers des plaines de continents. Chaque ligne, chaque chiffre dans ses registres était un battement de cœur de son domaine, un testament de la discipline de fer qu'elle s'était imposée pour survivre dans un monde qui dévorait les femmes seules. Elle passa un doigt ganté sur le portrait de son défunt mari, Henri, accroché au mur. Sa moustache était soignée, ses yeux rieurs. Un souvenir d'un temps plus doux. « J'ai tenu ma promesse, mon amour. Le Cœur d'Or est plus fort que jamais. » Mais la force attire les chacals. Et le chacal en chef était Silas Croft. Son ranch voisin, la Griffe du Serpent, empiétait sur ses pâturages comme une maladie. Croft répandait des rumeurs au village, murmurant qu'une veuve ne pouvait pas gérer un tel pouvoir, que ses hommes la quitteraient bientôt. Certains l'avaient déjà fait, attirés par son or facile et ses promesses vénéneuses. Isabelle savait qu'il lui fallait plus que des barbelés pour protéger son héritage. Il lui fallait un symbole, un mur, un mari. Mais un mari était un partenaire, une concession. Elle n'avait pas besoin d'un partenaire. Elle avait besoin d'une arme, un homme qu'elle pourrait posséder, modeler et diriger. Un homme dont la seule présence mettrait fin à toutes les questions sur son autorité. Un homme qu'elle pourrait acheter. L'air dans la grange clandestine de Three Forks était lourd de l'odeur de sciure, de sueur et de désespoir. C'était un marché de chair et de contrats secrets, un endroit où les âmes se vendaient pour quelques dollars de plus et où la loi était une blague racontée par des hommes édentés. Isabelle se tenait dans l'ombre, son visage voilé, une silhouette élégante et déplacée dans cette mer de brutalité. Elle n'était pas là pour le bétail. Un silence se fit lorsque le commissaire-priseur, un homme à la voix rauque comme du gravier, annonça le lot final. « Et maintenant, ce pourquoi vous êtes venu, un taureau Brahma, échappé d'une bande de renégats, garanti pour travailler du lever au coucher de soleil sans une seule plainte. » Deux hommes traînèrent Elias sur l'estrade. Le souffle se coinça dans la gorge d'Isabelle. Il était plus qu'un homme, il était une force de la nature. Entravé de chaînes aux poignets et aux chevilles, le torse nu révélait une musculature sculptée, non pas par la vanité, mais par une vie de labeur et de survie. Sa peau droite se luisait sous la lumière des lanternes. Mais ce n'étaient pas ses muscles qui retinrent l'attention d'Isabelle, c'étaient ses yeux, calmes, intelligents. Des yeux qui ne suppliaient pas mais qui observaient, analysaient et jugeaient chaque homme dans la pièce. Il n'y avait aucune peur en lui, seulement une froide et patiente évaluation. C'était le regard d'un roi en exil. Le commissaire-priseur fit claquer son fouet près des pieds d'Elias. « Un spécimen de premier choix pour l'élevage, des muscles pour le champ et une endurance qui vous donnera des fils assez forts pour fendre des montagnes. Qui commence les enchères ?» Une vague de murmures dégoûtés et excités parcourirent la foule. Silas Croft, appuyé contre un pilier, un sourire narquois au visage, leva un doigt et dit « 100 $. » Isabelle sentit son cœur battre. C'était lui, l'arme, la réponse, un homme de telle prestance à ses côtés et personne n'oserait plus jamais la défier. Un homme acheté, donc contrôlé. Elle sortit de l'ombre, sa voix claire et tranchante coupant à travers le vacarme. « 500 !» Le silence tomba. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Croft fronça les sourcils, la surprise se lisant sur son visage. Le regard d'Elias se posa sur elle, une lueur de curiosité dans ses profondeurs noires.
Une femme? Que ferait une femme d'une bête pareille? 600. 1000. Le souffle collectif de la foule fut audible. 1000 $ en or. C'était une fortune, le prix d'un troupeau entier. Croft la dévisagea. Son sourire avait disparu, remplacé par de la pure animosité. Il comprit. Ce n'était pas une simple enchère, c'était un défi. Il choua la tête, battu. Le commissaire-priseur, abasourdi, abattit son mallet. « Vendu! À la dame dans l'ombre !» Isabelle avait acquis son symbole. Le voyage de retour se fit dans un silence de plomb, uniquement rythmé par le grincement des roues du chariot. Elias était assis à l'arrière, toujours enchaîné, son regard fixé sur l'horizon qui s'assombrissait. Isabelle ne lui adressa pas un mot, mais elle le sentait. Sa présence était comme une pierre lourde dans l'air, une promesse silencieuse. Il n'était pas brisé. Loin de là, il l'observait de temps en temps, et son regard était si pénétrant qu'elle devait se retenir de se sentir analysée. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes massives du Cœur d'Or, les lumières de la grande maison brillant au loin, les hommes de l'équipe sortirent pour les accueillir. Leurs visages passèrent de la curiosité à la stupéfaction en voyant Elias. Thomas, le vieux contremaître, dont le visage était une carte de toutes les saisons qu'il avait passées sur ce ranch, s'approcha. « Madame Dubois, qu'est-ce que cela signifie ?» Isabelle descendit du chariot, sa posture droite et inflexible. « Thomas, faites connaissance avec mon mari. » Un murmure d'incrédulité parcourut les hommes. Plus tard, dans la chaleur de son bureau, Thomas la confronta. « Isabelle, un mari? Comme ça? Un homme que vous avez acheté à une vente? Henri n'aurait jamais... » Henri est mort. Et je suis vivante, Thomas. Je fais ce qu'il faut pour protéger cette terre, notre communauté, comme Henri l'aurait voulu. Croft nous aurait détruits. Maintenant, il y réfléchira à 2 fois. C'est un homme que je contrôle. C'est tout ce qui compte. Elle le fit amener dans la maison principale, dans une suite d'invités plus luxueuse que tous qu'il avait probablement jamais vus. Elle lui fit apporter des vêtements propres et de l'eau chaude. Puis, elle lui exposa son contrat. « Vous serez mon époux aux yeux du monde. Vous vous assirez à ma table. Vous monterez à cheval à mes côtés. En échange, vous aurez un toit, de la nourriture et la protection du nom du bois. Vous n'êtes plus un esclave. Vous êtes une nécessité commerciale. Compris ?» Elias, maintenant habillé d'une simple chemise en coton et d'un pantalon, la regarda. Le tissu propre ne pouvait simuler la puissance brute de son corps. Il écouta sans interrompre. Quand elle eut fini, un long silence s'installa. Elle s'attendait à de la gratitude, peut-être de la peur. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête. « Et qu'est-ce que la maîtresse de la maison obtient de cet arrangement ?» Sa question, calme et directe, la déstabilisa. Il n'avait pas contesté son pouvoir, mais il l'avait défini, l'avait mis à nu pour ce qu'il était, un besoin, sa faiblesse. La nuit de noces arriva. Une parodie de cérémonie avait eu lieu dans le grand salon. Un juge de paix ivre, ramené de la ville, avait marmonné quelques mots devant un document déjà signé. C'était un acte de propriété déguisé en sacrement. Isabelle entra dans la chambre principale, celle qu'ils étaient censés partager. C'était une pièce immense, avec un lit à baldaquin et des meubles français que Henri avait importés. Un feu crépitait dans la cheminée. Ilias se tenait près de la fenêtre, regardant la lune. Il portait un costume sombre qu'elle lui avait fourni, taillé à sa mesure. Il n'avait plus l'air d'un prisonnier ou d'une possession. Il avait l'air du maître des lieux. Isabelle ferma la porte derrière elle, le son du verrou résonnant dans le silence. Elle se sentait soudainement mal à l'aise, une intruse dans sa propre chambre. « Ceci est votre chambre. Vos devoirs s'arrêtent à cette porte. Vous ne... » Il se tourna lentement, ses yeux la fixèrent, et le pouvoir qu'elle pensait détenir commença à se fissurer. Il s'approcha, ses pas délibérés et silencieux.
Il n'y avait aucune menace dans son mouvement, seulement une certitude inébranlable. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, puis il prit doucement sa main. Son contact n'était pas brutal, mais ferme. « Vous avez acheté un mari, Madame Dubois. Vous n'avez pas acheté un esclave. Le maître d'une maison a des devoirs. Et une maîtresse a les siens. Cette nuit, vous apprendrez la différence. » Son expression était un mélange de choc et d'une fascination involontaire. La pièce semblait soudainement beaucoup plus petite. L'homme qu'elle pensait posséder venait de réclamer le royaume. La nuit ne se passa pas comme Isabelle l'avait prévu. Elle, qui commandait des centaines d'hommes et des milliers de têtes de bétail par un simple hochement de tête, se retrouva soudainement privée de son autorité. Élias ne la força pas, ne la menaça pas. C'était bien plus subtil, bien plus dévastateur. Il orchestra la soirée avec la précision d'un général, une campagne silencieuse menée avec des gestes, des regards et une maîtrise de soi qui la laissa désarmée. Il commença par lui verser un verre de vin, ses doigts effleurant les siens lorsqu'il lui tendit le verre. Ce contact envoya une secousse électrique à travers elle, inattendue et troublante. Une reine devrait avoir du vin digne de son rang. Il parla du ranch, posant des questions sur les points d'eau, la qualité du sol, les lignées de bétail. Ces questions n'étaient pas celles d'un novice, mais celles d'un homme qui connaissait la terre. Il voyait le cœur d'or non pas comme une carte sur un bureau, mais comme un organisme vivant, respirant. Isabelle se retrouva à répondre, à expliquer, entraînée dans une conversation qui n'était pas une instruction mais un échange entre égaux. La peur initiale qu'elle avait ressentie mua en une fascination réticente. Qui était cet homme ? Quand elle tenta de réaffirmer son contrôle, de lui rappeler sa place, il répondit par une vérité simple et désarmante. « Vous avez acheté mon corps, Isabelle, pas mon esprit. Et c'est l'esprit qui commande. Vous vouliez une arme. Une arme est inutile si son manieur ne sait pas comment elle fonctionne. Apprenez à me connaître. Apprenez ce que vous possédez. » Il ne toucha jamais le lit. Il passa la nuit dans un fauteuil près du feu, veillant sur elle, une sentinelle silencieuse dans sa propre forteresse. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, Isabelle ne se sentit pas seule dans cette grande maison. Elle se sentit observée, protégée même. Et cette pensée la terrifiait plus que n'importe quelle menace de Silas Croft. Le pouvoir, réalisait-elle, avait de nombreuses formes, et elle avait invité une forme inconnue et imprévisible dans sa chambre. Les jours suivants devinrent un jeu d'échecs tendu. Élias assuma son rôle de mari avec une grâce naturelle qui exaspérait Isabelle et impressionnait ses hommes. Il ne donnait pas d'ordre, mais lorsqu'il parlait, les hommes écoutaient. Il remarqua une clôture affaissée que Thomas avait manquée, diagnostiqua une maladie dans un veau que le vétérinaire avait mal identifié. Ils se déplacèrent dans le ranch non pas comme un étranger, mais comme s'il était né sur cette terre. Silas Croft vint le rendre visite, son arrogance à peine masquée. Il toisa Élias de haut en bas, un sourire narquois sous lèvres. « Alors, Dubois, c'est donc ça votre grand coup ? Acheté à la foire, non ? Je me demande quel genre de sang il a. » Avant qu'Isabelle ne puisse riposter avec une remarque cinglante, Élias fit un pas en avant. Il était plus grand que Croft, mais ce n'est pas sa taille qui fit reculer l'autre homme. C'était le calme mortel dans ses yeux. « Le sang d'un homme libre. Et vous êtes sur les terres de ma femme. Je vous suggère de vous souvenir de cela. » Si vous êtes encore en train d'écouter, je dirais que vous êtes comme Isabelle. Vous voulez savoir ce qui va se passer. Et croyez-moi, vous voudrez être là pour ça. Alors, si ce n'est pas déjà fait, c'est le bon moment de cliquer sur ce bouton d'abonnement car le vrai combat n'a même pas encore commencé. Croft, visiblement décontenancé, balbutia une excuse et partit précipitamment. Les hommes du Cœur d'Or échangèrent des regards impressionnés. Ce jour-là, l'autorité d'Élias sur le ranch se solidifia non pas par un acte de propriété, mais par un acte de caractère. Isabelle le confronta ce soir-là, furieuse et confuse. « Il a insulté ma femme. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, Isabelle. Le respect en fait partie.
Un mari protège le nom de sa femme. N'est-ce pas là le service pour lequel vous avez payé? Son logique était impeccable, exaspérante. Il retournait constamment les termes de leur contrat contre elle, utilisant sa propre définition de son rôle pour revendiquer un pouvoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui donner. Le mur qu'elle avait acheté avait des fondations propres. Le point de rupture arriva une semaine plus tard. Isabelle, de plus en plus mal à l'aise avec la présence d'Elias et l'influence grandissante qu'il avait sur ses hommes, décida qu'il était temps de lui rappeler qui était en charge. Elle apprit par Thomas qu'un petit groupe de ses hommes, fidèles à Croft, prévoyait de saboter l'une de ses sources d'eau vitale. Au lieu de les confronter directement, elle vit une opportunité. Elle convoqua Elias dans son bureau. « Il y a un problème à la source nord. Je veux que vous vous en occupiez. Seul. » C'était un test, un piège. La source nord était isolée. C'était un endroit où un homme pouvait facilement avoir un accident. Elias la regarda longuement, ses yeux scrutant son visage. Elle était certaine qu'il voyait clair dans son jeu. Elle s'attendait à ce qu'il refuse, qu'il conteste son ordre. Comme le souhaite ma femme. Sa soumission était plus déconcertante que n'importe quel défi. Il prit un cheval et partit seul vers les collines, sans poser de questions. Une boule de malaise se forma dans l'estomac d'Isabelle. Qu'avait-elle fait? L'homme qu'elle venait d'envoyer dans une embuscade était le même homme qui avait défendu son honneur face à Croft. Les heures s'écoulèrent, s'étirant en une angoisse tendue. Le soleil commença à descendre, peignant le ciel de teintes sanglantes. Thomas vint la trouver sur la véranda. « Ce n'est pas bien, Isabelle. Ce n'est pas la façon de faire de votre père, ni celle d'Henri. Je dois savoir, Thomas. Je dois savoir s'il est une arme que je peux contrôler ou une menace qui grandit sous mon propre toit. » Alors que l'obscurité tombait, le bruit de sabots se fit entendre. Un cheval solitaire approchait. C'était Elias. Il était indemne. Il descendait de cheval et derrière lui, attachés et marchant péniblement, se trouvaient les 3 saboteurs. Leurs visages étaient tuméfiés, leurs expressions étaient celles de la défaite et de la peur. Elias s'approcha de la véranda, ses bottes faisant un bruit sourd sur les planches. Il s'arrêta devant elle. Ses yeux sombres la retenaient captive. « La source est sécurisée, Madame Dubois. La vermine a été retirée. Je crois que vous et moi avons besoin d'avoir une conversation sur les termes de mon emploi et sur le vrai prix que vous avez payé. » Isabelle le regarda, et pour la première fois, elle comprit. Elle n'avait pas acheté une arme. Elle avait libéré un dragon. Et maintenant, il vivait dans sa maison. La conversation eut lieu dans son bureau. Mais cette fois, ce n'était plus son sanctuaire de pouvoir. C'était un territoire neutre, une table de négociation où les couronnes avaient été déposées à la porte. Elias ne s'assit pas. Il se tint près de la cheminée, la lueur des flammes dansant sur sa peau, le faisant paraître moins comme un employé et plus comme un confesseur venu entendre les péchés d'une âme tourmentée. « Vous m'avez envoyé là-bas pour mourir. Pourquoi ?» Sa question était dénuée de colère. C'était une requête sincère pour comprendre, ce qui rendait la réponse encore plus difficile pour Isabelle. Elle resta silencieuse, le poids de sa trahison pesant lourdement sur ses épaules. « Vous n'êtes pas ce que j'ai acheté, Elias. J'ai payé pour une façade, un symbole de force que je pouvais contrôler. Au lieu de cela, j'ai eu vous, un homme qui pense par lui-même, qui gagne le respect de mes hommes sans même essayer, un homme qui me défie, en silence. Vous êtes devenu une puissance au sein de ma propre puissance, et cela me fait peur. » C'était l'aveu le plus sincère qu'elle ait fait à quiconque depuis des années. Elias hocha lentement la tête, l'ombre d'une compréhension dans ses yeux. « La peur peut rendre les gens cruels, je le sais. Je viens d'un monde où la peur est la monnaie d'échange. Mais ce que vous ne comprenez pas, Isabelle, c'est que je ne suis pas votre ennemi. La menace n'a jamais été à l'intérieur de ces murs. Elle attend, dehors. Croft veut cette terre, et il ne s'arrêtera pas à des rumeurs et du sabotage. Il vous a testé avec ses hommes. La prochaine fois, il ne retiendra pas ses coups. » Il s'approcha de la carte sur son bureau.
son doigt traçant le périmètre du cœur d'or. Le contrat que nous avons signé n'était pas juste un acte de vente, c'était une alliance. Que cela vous plaise ou non, votre destin est maintenant lié au mien. Si vous tombez, je tombe. Si le cœur d'or saigne, je saigne. Je ne suis pas un serviteur à commander, Isabelle. Je suis un partenaire à qui faire confiance. La confiance. C'était un mot qu'Isabelle avait banni de son vocabulaire en même temps que le mot amour. Mais en le regardant, en voyant la sincérité dans ses yeux, une frissure se forma dans son armure. Pour la première fois, elle se permit d'envisager une vérité différente. Peut-être que le pouvoir n'était pas seulement de contrôler, mais de partager. 2 jours plus tard, la prophétie d'Elias se réalisa. Une dépêche arriva du shérif. Silas Croft avait déposé une plainte, contestant la légitimité de son mariage avec Elias, le qualifiant d'illégal au vu des lois de l'État sur le métissage, et accusant Elias d'être un esclave en fuite avec une prime sur la tête. C'était un coup de maître. Croft ne cherchait plus à la saper, il cherchait à détruire ses fondations légales, à prendre son ranch et, peut-être, à voir Elias pendu. Les hommes du ranch étaient nerveux. Thomas vint la voir, le visage blême. « C'est fini, Isabelle. Il a des juges dans ses poches. Ils vont tout vous prendre. » Isabelle se sentit piégée, le poids de son empire menaçant de l'écraser. Elle alla trouver Elias. Il n'était pas paniqué. Il se tenait dans l'enclos, calmant un poulain nerveux par le seul son de sa voix. « Qu'est-ce que nous faisons ?» Ce « nous » était nouveau. Il ne s'agissait plus d'elle, il s'agissait d'eux. Elias se tourna vers elle, son visage une étude de sérénité. « Nous nous battons, mais pas à sa manière. Pas avec des avocats et des mensonges. Nous nous battons à la manière de l'Ouest, avec la vérité et la force. » Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, Elias disparut. Il laissa seulement une note sur son oreiller. « Faites-moi confiance. » La panique et la trahison menacèrent de submerger Isabelle, mais une nouvelle émotion prit racine, une lueur de foi fragile et tenace. Elle choisit de lui faire confiance. Le jour du procès arriva. Le tribunal de la ville était bondé. Croft était là, suffisant et confiant, entouré de ses hommes et de ses avocats payés. Isabelle était seule, droite et fière, son cœur battant à tout rompre. Le juge, un homme dont l'allégeance à Croft était un secret de polichinelle, commença la procédure. Alors que l'avocat de Croft énumérait les accusations, les portes du tribunal s'ouvrirent en grand. Elias entra. Il n'était pas en haillons ni enchaîné. Il portait le costume sur mesure d'un gentleman, sa posture celle d'un homme qui possédait le sol sur lequel il marchait. Et il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait le maréchal fédéral le plus redouté du territoire, et derrière eux, une demi-douzaine de marshals adjoints. Elias avait une liasse de papier à la main. « Veuillez excuser mon retard, votre honneur. J'ai dû aller chercher quelques références de caractère. » Le silence dans la salle était assourdissant. Croft était blême. Elias présenta les papiers au juge. Il ne s'agissait pas de lettres. Il s'agissait d'actes de propriété pour de vastes étendues de terre dans 3 territoires, des participations dans des compagnies de chemin de fer, des actes bancaires et, le plus important, une grâce présidentielle signée de la main de Ulysse S. Grant, lui accordant la pleine citoyenneté et le pardon pour ses activités en tant qu'espion de l'Union pendant la guerre. Le prétendu crime qui avait conduit à la prime de Croft. Elias n'était pas un esclave en fuite. Il était un héros de guerre et un homme d'affaires incroyablement riche qui avait vécu dans l'ombre par choix. Comme vous pouvez le voir, votre honneur, je ne suis la propriété de personne. Cependant, mon contrat de mariage avec Madame Dubois est tout à fait légal. C'est elle qui, techniquement, m'appartient maintenant. Une bizarrerie de la loi du contrat que je suis plus que heureux d'honorer. Il se tourna vers Isabelle, un léger sourire aux lèvres. À moins, bien sûr, que ma femme ne souhaite renégocier les termes de notre partenariat. Isabelle le regarda, voyant finalement l'homme dans sa totalité. Pas un symbole, pas une arme, mais un partenaire. Un roi qui avait volontairement déposé sa couronne, attendant qu'une reine soit prête à régner à ses côtés.
La bataille pour le cœur d'or était terminée. La véritable négociation de leur mariage venait de commencer. Dans la douce lumière du crépuscule, ils rentrèrent au ranch, non pas en tant que propriétaires et possessions, mais en tant qu'égaux. Cette nuit-là, dans la grande chambre principale, ce ne fut pas le pouvoir ou le contrôle qui remplit l'espace, ce fut le respect, la compréhension et la promesse chuchotée de quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, né non pas de l'or ou de la terre, mais d'une confiance durement gagnée sous le vaste ciel du Texas. La maîtresse du ranch avait peut-être acheté un mari, mais elle avait gagné un maître de son cœur. Si vous étiez à la place d'Isabelle, auriez-vous fait confiance à Elias? Auriez-vous pris le risque ou auriez-vous gardé vos murs si hauts que personne ne pourrait jamais entrer? Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela vous garde ici avec nous, où les histoires de l'Ancien Ouest nous rappellent non seulement qui nous étions, mais aussi qui nous pouvons encore choisir d'être.